Jusqu'au 8 mai, le mémorial de la Shoah à Paris présente une nouvelle exposition, les diplomates face à la Shoah. À travers des documents, photos, lettres, textes, témoignages, elles mettent en lumière l'action des diplomates face à la persécution des Juifs, de l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933 au procès de l'après-guerre jusqu'à l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948. L'exposition tente de répondre à un certain nombre de questions et parmi les plus importantes, bien sûr, d'entre elles, que savaient réellement les diplomates? Ont-ils tenté d'empêcher la barbarie qui a déferlé sur l'Europe ou ont-ils au contraire fermé les yeux, voire tout simplement ne savaient-ils rien? Les diplomates face à la Shoah, la nouvelle exposition du mémorial de la Shoah. C'est donc notre dossier du jour avec vous, Eva Soto. Et l'exposition s'ouvre par les réactions des diplomates face à la progression du nazisme, en particulier sur l'accueil des réfugiés juifs. Alors que les juifs d'Allemagne, mais aussi de Roumanie et de Pologne cherchent à se rendre dans les États démocratiques voisins, en Amérique latine ou en Palestine sous mandat britannique, les portes de plusieurs pays leur sont fermées. Aux États-Unis, notamment, alors que bon nombre d'ambassadeurs et de diplomates savent que les Juifs sont en danger, à l'instar de l'ambassadeur de France à Berlin, André-François Poncet, les diplomates occidentaux à Berlin étant très vite mis à l'écart par le pouvoir hitlérien. Et à partir de 1938, les coups de force nazis et les actes antisémites comme lors de la nuit de cristal provoquent une véritable crise des réfugiés. En Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Pologne, des files d'attente se forment devant les consulats pour obtenir un visa. Les diplomates reçoivent des instructions de plus en plus dures concernant les réfugiés et ils les appliquent à la lettre. Le meilleur exemple de cette crise des réfugiés, c'est le sort des passagers du paquebot le Saint-Louis. Le 13 mai 1939, 937 personnes, pourvues de certificats de débarquement, juifs pour la plupart, montent à bord du Saint-Louis à Hambourg. Si certains ont la chance de pouvoir débarquer, la plupart sont contraints de rester sur le bateau car les visas avaient été vendus frauduleusement par le directeur des douanes cubaines. Après s'être attardé au large de la Floride dans l'espoir de pouvoir débarquer, les passagers qui avaient fait des demandes de visa pour les États-Unis, le Saint-Louis retourne finalement en Europe. Comme on le voit aussi dans l'exposition du mémorial de la Shoah, il y a quand même de belles âmes qui prennent des risques en fournissant des milliers de visas à Marseille, par exemple. Des diplomates, notamment américains et des Français, s'unissent autour du journaliste Vivian Fry pour fournir des visas et des billets à au moins à 2000 réfugiés. Cela permettra par exemple au peintre Marc Chagall de quitter la France et de rejoindre les États-Unis. Dernier endroit au monde où l'on peut entrer sans visa, Shanghai, capitale économique de la Chine, mais où chacune des principales puissances a une concession, devient pour beaucoup la seule solution pour fuir l'Europe menacée par le nazisme. 20 000 juifs européens s'y installent. Et oui, c'est assez méconnu, mais effectivement, c'est ce qu'on apprend dans l'exposition. Pendant ce temps, alors qu'une grande partie de l'Europe est sous la botte nazie, les ambassadeurs allemands jouent un rôle de premier plan dans la déportation des juifs. De 1940 à 1944, Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, est le seul responsable des questions politiques en France, occupées et non occupées. Il coordonne les services civils, gère la sécurité, la propagande et la collaboration économique. Abetz se charge également de faire pression sur le gouvernement de Vichy pour que les mesures anti-juives soient appliquées. À cette période, les diplomates encore en poste sont soit ceux des pays dits neutres, c'est comme cela par exemple qu'on peut trouver la France de Vichy, la Suisse, l'Espagne, le Portugal et les États-Unis jusqu'en décembre 1941. Dans le cas des États-Unis, soit aussi ceux des pays alliés à l'Allemagne nazie comme l'Italie et la Roumanie. Mais certains refusent de fermer les yeux ou de collaborer. Ainsi, dès l'été 1941, le ministre plénipotentiaire de France à Bucarest, Jacques Truel, informe Vichy des exactions perpétrées par l'armée roumaine engagée aux côtés du Reich contre les Juifs d'Ukraine. Sur la base de nombreuses sources, il suspecte l'existence d'un plan d'extermination des Juifs à l'échelle de l'Europe. Truel rejoint les rangs gaullistes quelques mois plus tard. Autre exemple, celui de
Jan Karski, chargé par la résistance intérieure d'informer le gouvernement polonais en exil à Londres de la situation en Pologne. Il remet un rapport fin 42 qui atteste de l'extermination massive des Juifs par les nazis. Le gouvernement polonais en exil les publie dans un rapport. Et oui, les diplomates, effectivement, parmi les premiers à se rendre compte, à révéler cette situation. Alors bien sûr, un début, 1943, les Alliés ne peuvent pas ignorer le terrible sort des Juifs, mais cela, hélas, passe au second plan, car la priorité reste bien sûr la défaite sur le terrain, la défaite du Reich et la future reconstruction de l'Europe et on peut même dire du monde. Heureusement, des diplomates se mobilisent dans l'ombre et mettent en place de spectaculaires opérations de sauvetage. En janvier 1944 est créé par le président Roosevelt le War Refugees Board, une agence américaine destinée à aider les victimes civiles du Reich et des puissances de l'Axe. Il est présent en Suisse, au Portugal, en Turquie, en Suède, en Italie, en Grande-Bretagne et en Afrique du Nord. Et la figure la plus importante de cette agence, c'est le Suédois Raoul Wallenberg. Il n'est pas diplomate, mais il est le premier secrétaire de la légation suédoise, avec pour objectif de venir en aide aux Juifs à Bucarest. Il place en 1944 des milliers de Juifs sous la protection de la Suède. Dès 1945 et la fin de la guerre, et cela aussi, il en est question dans l'exposition, le rôle des diplomates dans la Shoah est évoqué, notamment les diplomates allemands lors du procès de Nuremberg, vous savez, qui avait jugé un certain haut cadre nazi, Joachim von Ribbentrop, qui a été ministre des Affaires étrangères du Reich de 38 à 45, après avoir été ambassadeur d'Allemagne au Royaume-Uni et condamné à mort et exécuté, tandis que le diplomate Franz von Papen, ambassadeur du Reich en Autriche puis en Turquie, est acquitté. Mais le grand procès des diplomates allemands, moins connu, est celui de la... Attention, c'est de l'allemand. J'y vais, je me lance. Allez-y. Wilhelmstrasse qui s'ouvre à Nuremberg en 1948 avec dans le box des accusés 21 hauts fonctionnaires qui ont servi le régime nazi. Le plus important, c'est Ernst von Wiesensacker, jugé entre autres pour avoir contribué à la déportation des Juifs de France. Il est condamné à 7 ans de prison, ramené en appel à 5. Oui, effectivement, et les diplomates allemands qui seront jugés par la suite, mais vraiment pas tous, puisque les condamnations seront aussi souvent légères. Certains reprennent même des fonctions officielles dès les années 50, alors qu'ils ont travaillé avec les nazis pendant la guerre. Entre-temps, le 9 décembre 1948, les Nations Unies approuvent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ce qui en fait un délit international. Et dans les années suivantes, les diplomates jouent un rôle de premier plan concernant les réparations. En République fédérale allemande, l'Allemagne de l'Ouest, les diplomates font le lien entre les bénéficiaires d'aide vivant à l'étranger et les différentes administrations allemandes. En 1952 est ratifié un accord de réparation entre la RFA et Israël. Ce processus de règlement diplomatique se poursuit, notamment entre Allemands et Américains, mais également entre des pays européens et les États-Unis à partir de 1995. Depuis, de nombreux diplomates qui ont œuvré pour sauver les Juifs au péril de leur carrière et de leur vie ont été reconnus justes parmi les nations. C'est le cas par exemple de François de Vial, le premier diplomate français nommé juste parmi les nations. C'était il y a 2 ans, le 27 juillet 2020. Pendant la guerre, il a exercé les fonctions d'attaché à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Il a trouvé des lieux d'asile aux Juifs secourus par un religieux français qui a dirigé avec des Juifs italiens la branche romaine du comité d'aide aux Juifs italiens. Merci Eva pour ce dossier. L'exposition Les diplomates face à la Shoah, c'est donc jusqu'au 8 mai au Mémorial de la Shoah à Paris. Et comme toutes les expositions, évidemment, sur place, vous pouvez vous y rendre, car ce sont toujours des expositions très bien documentées, très bien racontées. Et d'ailleurs, on salue dans le comité scientifique qui a préparé cette exposition, André Caspi, lui qui en plus connaît bien la situation des États-Unis, et bien sûr les États-Unis au cœur de cette exposition sur les diplomates. Et bien donc, on le salue, André Caspi.